Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. On commence avec l'actualité parlant des jeunes qui suivent l'enseignement technique et professionnel dans diverses écoles au Rwanda qui se félicitent du fruit de ce programme qui leur permet déjà de trouver de l'emploi alors qu'ils sont toujours sur le banc de l'école. Il s'agit entre autres des jeunes qui suivent les cours d'hôtellerie comme au centre professionnel de Muhazi, dans le secteur Gikomero, dans la ville de Kigali. Les directeurs des centres d'enseignement technique et professionnel estiment que ce programme porte assez de fruits suite aux innovations introduites dans cette formation dans l'optique de s'adapter au marché du travail. Quand on parle de Salésien Don Bosco au Rwanda, c'est quand même une particularité parce que vous savez que nous, comme Salésiens, nous sommes venus au Rwanda depuis 1954 et la première mission qu'on s'est donnée, c'était d'abord de commencer en fait, la formation technique. C'était d'abord une formation de base, on appelait formation au métier. Et là, à l'école technique officielle de Kishukiro, parce que nous sommes même les fondateurs de cette école. Et après, cette école a évolué vers une grande école technique qui a même servi de modèle pour l'enseignement technique au Rwanda. C'est seulement dommage, après les génocides, nous n'avons pas réussi à retourner dans cette école pour dire que quand on voit les élèves qui sont passés dans notre école et Théo, même ceux qui sont passés ici à Gaten pour la formation technique, ce sont des personnes qui ont contribué beaucoup pour le développement du pays, surtout dans les domaines techniques et dans les domaines de l'industrie. Vraiment, ils ont beaucoup travaillé et beaucoup, ils ont une bonne vie. Ils ont réussi quand même à s'étaler une bonne place dans la société. Donc, un peu de mots, faire le métier. Moi, je dois dire que c'est vraiment préparer un Rwanda moderne. C'est aussi garantir l'avenir des jeunes. Bon, c'est-à-dire le métier pour le moment qui sont dans notre programme d'enseignement technique ici à Dombosuda Tenga TSS. Et ce sont des métiers à ce moment-là, quand l'école a commencé, qui étaient vraiment, qui répondaient aux besoins du marché du travail. Et je vais dire la menuiserie, nous avons la construction, l'électricité et même la plomberie. À ce moment-là, vous savez, les années 80, les années 90, c'était ces métiers, ces techniciens qui étaient attendus sur le marché du travail. Mais nous sommes en train de voir comment les innover et même commencer à ouvrir d'autres filières de formation technique. Toujours avec l'actualité, le gouvernement du Rwanda rejette en bloc les allégations du président burundais Evariste Ndayishimiye accusant le Rwanda de soutenir les rebelles burundais opérant à l'est de la République démocratique du Congo. Le communiqué du bureau de porte-parole du gouvernement du Rwanda stipule qu'il n'y a aucune vérité dans les allégations du président burundais concernant le Rwanda. Le Rwanda n'est associé à aucun groupe armé burundais qu'il soit, poursuit le communiqué, rappelant que dans le cadre de la coopération mutuelle, le Rwanda avait récemment remis du Burundi donc à travers le mécanisme conjoint de vérification des combattants donc burundais qui avaient illégalement traversé donc vers le Rwanda. Le gouvernement du Rwanda exhorte le gouvernement burundais à privilégier des voies diplomatiques pour trouver une issue au problème à l'amiable. Pour mieux comprendre cette situation, nous avons approché Albert Ludatsimburgwa, journaliste et analyste politique, qui estime que ces accusations du Burundi n'ont aucun fondement. En fait, il est difficile de savoir pourquoi. La seule chose qu'on peut constater, c'est le fait que, le Rwanda n'est pas frontalier avec le Sud Kivu. Or, les problèmes du Burundi viennent du Sud Kivu. 2, le Rwanda n'a pas accusé quoi que ce soit le Burundi. Il reste assez neutre et ouvert, et peut-être, mais tout le monde voit que le Burundi maintenant a une certaine complicité avec les FDLR. Tout le monde voit que le Burundi n'a pas mené à bien en fait son rôle de médiateur et de modérateur. Donc, est-ce que c'est une façon de vouloir amener l'attention vers quelque chose qui n'existe pas? Mais en tout cas, le Burundi et le président Ndayishimiye n'ont rien de factuel pour dire qu'aujourd'hui le Rwanda complote contre le Burundi. Or, c'est tout le contraire pour le Burundi, parce que tous les faits montrent que le Burundi est maintenant impliqué aux côtés des FDLR dans le Nord Kivu. Tout ça
la question se pose, c'est aussi, donc, la question que vous posez est justifiée. Ça veut dire, d'où est-ce que ça vient? Est-ce que c'est simplement parce qu'ils ont été attrapés ou bien il y a d'autres raisons? Là, on va encore devoir attendre parce qu'il y a des choses qui se passent aussi dans un pays voisin, commun au Rwanda et au Burundi, qui font aussi partie je dirais, du problème régional, parce que le CDD-FDD est né dans ce pays voisin-là. Aujourd'hui, c'est eux aussi qui ont mené certaines choses de la SADC au Congo. Donc, la crise au Congo, la crise en interne au Burundi, je crois que c'est ça qui, en attendant, le bouc émissaire, on met devant le Rwanda. Donc c'est ça, on emploie le Rwanda comme bouc émissaire pour justifier ce qui n'irait pas au Burundi et au Congo. En attendant, on en est là. Je n'ai pas envie d'anticiper sans avoir d'autres faits de comment tout ça est en train de se développer dans un plus grand scénario, mais je vous propose qu'on se revoie au fur et à mesure que les événements se déroulent, mais je crois qu'il y a des choses qui vont se passer dans ces jours-ci. Cet analyste estime aussi que de telles attitudes rendent difficile davantage les efforts de la communauté est-africaine de sécuriser la région devant la passivité de la communauté internationale. Je crois que certains acteurs, que ce soit le Burundi et d'autres, rendent la tâche assez difficile pour la East African Community. Et sont en train de, je dirais, un peu aliéner les relations entre la SADC et la East African Community. Ça peut avoir des répercussions, mais à cette heure-ci, on ne sait pas. Il faut, je crois, attendre. Mais je dirais qu'il y a quand même toujours des gens dont on ne parle pas assez, c'est la communauté internationale. Parce que tout ça, les États-Unis, l'Union européenne, ils voient tout ça. Et le fait de ne parler que d'un cessez-le-feu pendant 72 heures pour des élections, alors qu'ils ont été complètement, je dirais, muets, silencieux depuis cette crise, bon, je crois que le fait d'être muet, ça n'a pu être que, je dirais, un soutien, je dirais, un soutien silencieux du développement de cette crise. Donc cette crise est en train de se développer, comme on dit en anglais, under their watch, pendant qu'ils regardent. Donc je crois qu'ils ont aussi une certaine part de responsabilité, parce qu'ils pourraient demander, parce que comme d'habitude, normalement, ils sont assez, je dirais, on les entend, et là, on ne les entend pas. Je veux dire, le nettoyage ethnique que le Nord Kivu vient de subir sur ces 2 dernières années, ils ne peuvent pas l'ignorer. Or, ils n'en ont pas parlé, ce n'est jamais intervenu, personne n'a parlé de ça. Donc voilà, il y a la région, et puis il y a la communauté internationale. Ce qui est clair, c'est qu'au Congo, on s'enfonce dans la crise. De la sécurité à l'économie, parlant de la population rwandaise qui se réjouit de la mise en place de la taxe foncière bien définie, car de nombreuses personnes y trouvent leur compte, d'autant plus qu'elles font des affaires en achetant puis en revendant les terres dans un but lucratif. Cette disposition a donc permis de développer l'économie du pays. Patrick Nilidandi nous en dit plus. Ndabage Oni vit en secteur Rusororo du district de Gasabo. Sa principale activité est l'achat puis la vente des propriétés. Arabi l'a retrouvé en pleine activité à la recherche de propriétés à vendre dans ce même secteur.
Il a déclaré que ceux qui vendent des propriétés ne savent pas qu'il y a une taxe de 2% pour ceux qui vendent et de 2,5% pour ceux qui ne vendent pas. Seulement, cette taxe est imposable à toute transaction dépassant une valeur de plus de 5 millions de francs rwandais. Autrement dit, la propriété vendue ayant une valeur inférieure est exonérée. Il y a des fois, nous allons vendre alors que nous ne savons pas que nous devons donner 2,5%. Et après la transaction, nous sommes obligés de les céder. Et en ce moment-là, nous sommes contraints à la faillite, car la transaction a été déjà effectuée. De l'autre côté, il y a des gens qui comprennent les avantages de la nouvelle taxe foncière. Moi, je trouve que les prix mis en place sont raisonnables. Par exemple, lorsqu'une propriété d'une valeur de 30 millions, avec 2,5%, vous allez juste débourser 750 000. C'est raisonnable, car l'État aurait entre-temps apporté beaucoup pour la valorisation de votre propriété. Et toi également, tu dois apporter ta pierre à l'édifice. niba ubutaka busanzwe buri ahantu noneho nko mu myaka nk'itatu ishize cyangwa ine bukaba nta muntu wigeze abukoresha ariko hagati aho leta ikaba wenda ari nk'umuhanda yacishije. À mon avis, si une parcelle n'a pas été utilisée, par exemple pendant 3 ans, mais qu'entre-temps, une route a été construite devant cette propriété, elle a automatiquement plus de valeur. Donc, le propriétaire verra son bien prendre plus de la valeur. Le commissaire adjoint chargé des impôts et des communications à l'Office rwandais de recettes, Uwitonze Jean-Paul, explique toutes ces modifications apportées à la taxe imposée sur l'immobilier. igipimo cy'uwo musoro ni 2.5% ku muntu udasanzwe ari umucuruzi. Nous avons estimé que les non-vendeurs devraient payer 2,5% de la valeur de la transaction, alors que ceux qui font des affaires devraient débourser 2%. Cette taxe est imposable à toute transaction dépassant une valeur de plus de 5 millions. Autrement dit, la propriété vendue ayant une valeur inférieure est exonérée. L'Office rwandais de recettes affirme avoir la capacité de détecter les fraudeurs dans les déclarations fiscales, où l'on a constaté que certains acteurs de ces secteurs font des déclarations fiscales avec une valeur sous-estimée de leurs biens dans le but d'échapper aux impôts. On reste dans l'économie, mais dans un autre angle différent, le tourisme. Le tourisme au Rwanda est un secteur d'activité économique très important et c'est l'une des plus grandes sources de revenus nationales qui attire donc les touristes au Rwanda. Il y a la richesse environnementale et ici on parle de Umusambi Village. Ouanyeligui la Providence, une jeune femme mariée qui a 2 enfants et qui vit en district de Gasabo, précisément dans le secteur de Lusororo, exerce un métier qu'elle définit comme joindre l'utile à l'agréable et nous décrit un peu dans de simples mots son métier. Une personne qui peut prendre en charge des gens ou bien des animaux. Je me souviens bien quand j'étais encore toute petite, j'aimerais promener avec mon parent. Comme ça, j'ai eu la chance de voir des animaux comme des oiseaux. En plus d'être rémunérateur, elle continue en décrivant ce métier, comment donc elle bénéficie de cela. Être une guide touristique, c'est une grande chose pour moi parce que ça me donnait l'opportunité d'éduquer des gens à propos de l'environnement, les animaux sauvages et même la nature en général. Donc, quand je suis guide ici à Umusambi Village, j'ai eu l'opportunité de connecter avec un grand nombre de gens. Comme ça, j'ai eu la chance de leur montrer comment on peut protéger la nature, comment on peut prendre soin des animaux sauvages. Pendant les vacances, Kenny a visité Umusambi Village et on lui a demandé son impression sur l'expérience. Merci, ouais, c'est ma première fois de venir ici. C'était beau, il y a un beau paysage. J'ai vu des animaux comme les chauves-souris. Et on a vu des papillons. Et là, l'arbre que le roi Charles
à planter. Quand je suis venu, je croyais que ce serait genre une simple forêt. Mais quand je suis arrivé, c'était plus qu'une forêt, c'était très beau. Le paysage, c'est agréable. Ouais. L'année 2023 a été marquée par donc 4 procès pour génocide, des procès traités hors du Rwanda et 2 arrestations pour les mêmes raisons, et c'est dans la rétro-justice. De retour en bref sur ces événements, Jean-Damascène Manishimwe nous en fait part. Le premier Rwandais condamné cette année hors du territoire national est l'ancien gendarme de Nyanza au sud du Rwanda, Philippe Hategekimana, qui a été condamné par la Cour d'assises de Paris à une réclusion criminelle à perpétuité. Que représente un tel procès organisé à des milliers de kilomètres des lieux des faits, 29 ans après? Écoutez, juger un procès comme ça 29 ans après les faits, ce qui nous le permet, c'est l'imprescriptibilité de ces crimes. Ils sont imprescriptibles tellement ils sont graves. On parle du crime des crimes, le génocide. Et donc, on part du principe qu'on peut les juger, quel que soit le délai qui s'est écoulé. Alors, matériellement, effectivement, ça peut présenter des difficultés. Surtout parce qu'on est dans un procès dans lequel la matière première de la preuve, c'est le témoignage. Et on sait que la mémoire des gens, très longtemps après les faits, peut présenter certaines difficultés. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que on entend quand même beaucoup de personnes. Ce qui importe, en fait, c'est d'avoir suffisamment de cohérence entre les différents témoignages pour avoir des éléments qui vont nous permettre d'avoir des certitudes. Même si un témoin en particulier va avoir oublié certaines parties des faits qu'il a vécu pendant le génocide, du fait aussi qu'il soit traumatisé par ce qu'il a vécu, parce que c'est une période qui était extrêmement violente. Donc il y a des mémoires qui sont plus ou moins conservées avec ces éléments-là. Même si un témoin a oublié certains faits, on remarque quand même chez chacun, quand il évoque son récit, des souvenirs très présents. Et en fait, ce qu'il va falloir, c'est extraire de chaque témoignage eh bien, ce qui est sûr, ce qui est établi, et de les recouper entre eux pour réussir à établir une vérité judiciaire. Après Philippe Hategekimana, un autre Rwandais, Sostene Munyemana, a été condamné à 24 ans d'emprisonnement pour génocide à la Cour d'assises de Paris également. Ceux qui suivent de près les procès pour génocide à la Cour d'assises de Paris déplorent la lenteur de la justice française, alors que les dossiers à juger sont encore nombreux. Si on regarde le nombre de personnes qui restent à être jugées, et si on regarde aussi leur âge avancé, on a des raisons de craindre malheureusement que certains vont pouvoir échapper à la justice. Donc il y a dans les tuyaux de la justice une trentaine de dossiers qui sont en suspens actuellement, qui sont pendants devant la justice. Certaines personnes sont mises en examen, d'autres les enquêtes sont en cours, d'autres les dossiers sont terminés. Au rythme actuel, je pense qu'il y aura malheureusement beaucoup de personnes qui vont échapper à la justice, parce qu'à ce rythme-là, on ne va pas pouvoir juger tout le monde. Par exemple, il est prévu pour l'année prochaine, apparemment, il n'y aura qu'un seul dossier qui va être jugé. Et on nous avait habitués au rythme de 2 dossiers par année. Mais l'année prochaine, apparemment, il n'y aura qu'un seul dossier. On nous dit que, enfin, on ne nous dit pas. Mais il paraît que c'est parce qu'il y a les Jeux Olympiques de Paris qui vont mobiliser les forces de l'ordre, que pour cette raison-là, il risque de n'y avoir qu'un seul procès. Et je pense que c'est quand même quelque chose de très, très regrettable de voir autant de dossiers qui sont en suspens. Certains sont presque terminés. Et donc, je pense qu'il faudrait qu'on essaye de continuer à pousser pour que le dossier, pour le rythme soit accéléré. Parce qu'à ce rythme-là, tout le monde ne va pas être jugé malheureusement. C'est vrai que de toute façon, ce sera de plus en plus difficile de juger, plus le temps passe, de juger des personnes qui sont soupçonnées d'avoir participé au génocide des Tutsis. En Belgique, la Cour d'assises de Bruxelles a condamné à perpétuité Séraphin Twahirwa, alors que son co-accusé Pierre Bassavose lui a été condamné à l'internement en raison de la démence sénile dont il souffre. Les 2 hommes comparaissaient dans un même procès pour génocide commis contre les Tutsis au Rwanda, en particulier dans la localité de Gikondo, dans la ville de Kigali. L'ambassadeur de Belgique au Rwanda a indiqué que son pays est conscient de l'urgence de juger les présumés génocidaires se trouvant sur le sol belge. Je pense qu'on doit essayer de davantage encore accélérer
parce que le temps presse et on a vu ce qui s'est passé avec le procès à l'arrêt de monsieur Kabuga, où les juges ont décidé que, vu l'état physique et mental du monsieur, on ne pouvait pas continuer. Et on a constaté aussi qu'il y a beaucoup de... que ça crée beaucoup d'amertume ici, et je comprends tout à fait. Donc, est-ce qu'il faut changer quelque chose dans notre approche? Non, je ne pense pas, mais il faut davantage accélérer les choses pour que justice soit faite. Et ces cas je suis sûr que dans les cas dont vous allez discuter après, cet argument de la capacité physique et mentale des gens qui sont accusés va revenir sur la table et il va appartenir aux juges belges de se prononcer là-dessus. Il y a beaucoup de dossiers concrets qui sont en cours. On travaille sur beaucoup de dossiers, sur beaucoup de noms, etc. Et à mon avis, comme je dis, nous étions les premiers à la commencer. Je vois qu'il y a une liste, il y a une liste de tous les réfugiés. Ça, une question à adresser au procureur général du Rwanda. Franchement, si vous regardez tous les pays où se cachent les génocidaires, il y a une liste à peu près de 1500. La plupart se trouvent dans des pays africains, donc sur le continent. Et je pense que nous avons fait notre part, mais on est toujours prêt à faire mieux, mais sur base de dossiers concrets sur des noms en particulier. La justice en 2023, c'est aussi la décision du mécanisme résiduel des tribunaux pénaux de suspendre l'affaire Félicien Kabuga, ce Rwandais soupçonné d'avoir financé le génocide des Tutsis en 1994. Après cette annonce, les réactions d'indignation se sont multipliées. Depuis la France, où Kabuga a été arrêté en mai 2020, les activistes des droits des rescapés du génocide ont estimé que cette décision témoigne encore une fois un manque de considération à l'égard des Africains par les Nations Unies et craignent que la décision du tribunal onusien ne favorise plutôt le négationnisme du génocide. L'impunité, on sait tous et toutes ce que ça entraîne. D'un coup, les familles de génocidaires, les génocidaires eux-mêmes qui n'ont pas encore été arrêtés, appréhendés, se sentent pousser des ailes. Ils peuvent œuvrer au négationnisme pour empêcher que d'autres soient jugés par la suite. Voilà, c'est des théories négationnistes qui vont se trouver confortées par l'absence de la justice. Pour le président de Ibuka, la principale association des rescapés du génocide des Tutsis au Rwanda, la déception est totale. Un sentiment partagé par Jean-Marie Maurice Gassasira, rescapé du génocide. En considérant ce que c'est Kabuga par rapport au génocide commis contre les Tutsis, ça a été une déception puisque on pensait que nous allions avoir les victimes, nous allions avoir la justice. Cette fois-ci par rapport à quelqu'un qui a plus autant d'années dans la fuite. Partout en Afrique, en passant par le Kenya et d'autres pays africains, et finir par la France. Et nous savons qu'il a déjà contacté, il a été dans notre pays européen. Et finalement, voilà le résultat qui ne correspond pas avec ce que nous attendions de lui. C'est une autre blessure et nous rappelons que le génocide a été commis au vu de tout le monde, y compris l'ONU, qui nous a abandonnés aux mains des tueurs. Aujourd'hui encore, la communauté internationale refuse de nous donner justice. 2023 a vu également l'arrestation en Afrique du Sud de Fulgence Kayishema, soupçonné d'avoir joué un rôle majeur dans le génocide des Tutsis au Rwanda après 22 ans de cavale. Autre arrestation, cette fois-ci aux Pays-Bas, est celle de Pierre Claver Karangwa, un officier des anciennes forces armées rwandaises, accusé lui aussi d'avoir joué un rôle clé dans le génocide commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Voilà, c'est par ici que prend fin l'édition d'aujourd'hui. Avec toute l'équipe qui a réalisé la grande édition, je souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise. C'était avec Amandine Dikoumassabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.